Donc nous on était 14 au CES, donc on fait toujours des voyages inter-entreprises. Et on aime bien au CES, avant, aller voir Tony Xi chez Zappos. Donc, et là, vous voyez, il n'était pas là, Tony, mais son bureau est ouvert. On va prendre la photo chez Tony. Bon, une ambiance assez extraordinaire. On l'étudie d'année en année dans le think tank Management du Futur. Voilà, mais c'était juste un petit à côté. Alors, les voyages de veille, on en fait beaucoup, donc le CES. Le prochain, donc c'est le SXSW, mais là, je crois que c'est trop tard pour s'inscrire. Et maintenant, donc, on monte pour la première fois un voyage en Inde avec Renault-Nissan Consulting. Et je vais vous montrer un peu le détail, et puis vous avez les autres voyages qui se succèdent dans l'année. Donc en Inde, on va voir Infosys, leur écosystème d'innovation, avec la plus grosse université privée du monde. Chennai, on va voir tout l'écosystème frugal autour de Renault, et ce qui leur a permis de construire la Kwid à 3 500 €. Et puis, ensuite, Bangalore, on va voir vraiment l'écosystème avec les ONG, les startups, la sharing economy, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 février et ça va être très intéressant. On essaie de mettre un thème fort sur chaque voyage. Donc là, l'économie frugale, vous avez tous lu Naviraju. Nous, on a bien analysé comment l'économie frugale, finalement, prend un sacré coup d'accélérateur avec toute la digitalisation et ça devient vraiment un très, très gros moteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au CES? Donc on a toujours ces trois courbes, hein. La techno, mais comme on dit, la techno, on s'en fout, on en a 10 fois trop. Ce qui fait l'innovation, c'est l'usage. Voilà. Donc pour revenir au basique, est-ce qu'il y a un usage? Il n'y a pas d'usage. Vous utilisez 5% de votre smartphone, bon, ben voilà. Donc si vous en avez plus, ça ne change pas votre vie. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la loi de Moore, est-ce qu'elle nous déçoit? Elle ne nous déçoit pas, voilà, elle est toujours là. Donc c'est très amusant, je vous rappelle, il y a 8 technos qui surfent sur la loi de Moore. Donc on va voir toutes les startups qui malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, se focalisent sur la techno et il n'y a pas d'usage. Donc ça fait des déchets, rest in peace, rest in peace. Et grâce à Dieu, de temps en temps, bon, il y en a qui percent. Donc ça c'est intéressant. Mais surtout ce qu'il y a d'intéressant à voir, est-ce que les usages progressent? Et ça c'est beaucoup plus lent, hein. La courbe des usages c'est la courbe verte. Et la courbe des organisations, elle est rouge en dessous, elle marche par cliquer derrière. Donc c'est ça tout le disconnect. Et puis on va au CES pour voir les grandes marques qui surfent ou qui ne surfent pas, celles qui coulent. Donc là, très en vogue, Under Armour, on va beaucoup parler Under Armour. On va parler bien sûr Amazon Alexa, et on va parler Nvidia. Nvidia, donc marque tout à fait inconnue, sauf si vous étiez genre de vidéo professionnelle pratiquement, et qui prétend aujourd'hui être au centre de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc on va voir ça. Et donc 2007, date très importante, hein, le iPhone, la keynote de Steve Jobs, qui présente son iPhone et qui a le pitch, le meilleur pitch du monde, en disant, vous vous rappelez, vous aviez des vieux smartphones avec un keyboard, l'interface était tellement minable qu'ils avaient besoin de mettre un keyboard. Et moi je vous ai fait de l'ergonomie, donc ça va devenir, et n'utilisez pas ça, mais nous on a compris comme ça va devenir votre orthèse intellectuelle, prolongement du cerveau. Voilà, donc 2007, donc un peu passé inaperçu au début, et puis je me suis aperçu que c'était mon 7e CES, et c'est le 2e d'affilée où il n'y a pas d'effet waouh. Alors je ne crois pas que je sois blasé du jour au lendemain, parce que quand je vais au SXSW, j'ai du waouh, etc. Et je me suis dit, tiens, analysons un petit peu à l'envers. On va faire une rétrospective. Donc à la fois, vous allez voir la vitesse à laquelle ça va, et à quelle vitesse on devient blasé, et essayer de comprendre pourquoi ça coince. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui, et qu'est-ce qui doit être résolu. Alors on y va. Waouh 2011, 50 milliards d'unités connectées. Waouh Bon, voilà. L'IoT. Bon, ok. Très bien. 2012, on se dit, ouais, les objets connectés, c'est pas suffisant. Et là, on fait ce schéma. Donc, vous avez les slides vintage d'InnoCherche. Donc, on dit qu'il faut les 5 pièces du puzzle pour qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a l'orthèse intellectuelle, mon interface universelle, simple, etc. Très bien. Il faut aussi des business models. Il faut qu'on arrive à gagner de l'argent. Donc, on suit bien tous les business models du digital. Il faut des réseaux sociaux. Très bien, il y en a de plus en plus, ça tombe bien. Il faut des standards, il faut
faut que ça cause, et au CES, on vous promet des standards, mais ne pariez pas trop sur les standards. Vous n'avez qu'à traverser la Manche et essayer de brancher une prise électrique en Angleterre, donc les standards, il ne faut pas miser trop dessus. Et puis, il y a tous les objets connectés. Voilà. Donc, on dit, tiens, avec les 5 pièces, on va commencer à voir des choses. Et on est en 2012, hein, on entrevoit ces petites choses-là. Très bien. Et puis là, avec Xavier Dallos, on s'amuse et on se lâche et on fait l'équation de petit Dallos. 5P, les 5 pièces, fois les 5 R, du recycle, reuse, repair, redistribute, etc. Donc, à l'époque, on était vraiment dans le vert. 2012, tout le salon était vert. On faisait du greenwashing à fond la caisse. Et vous allez voir, l'année d'après, supprimé. On est passé à l'orange, sacré fiasco. Donc il y a des fiascos hein, qu'il faut savoir analyser. Et puis là, regardez, là on commence à rêver. Là. Waouh, la bagnole, là, waouh, je pilote ma bagnole avec comme ça. Donc on voit des interfaces de ouf, comme on dit. Et puis on voit la guerre qui commence à poindre. Rappelez-vous, hein, c'était il y a très très longtemps. Spiegel, petit canard sympathique, première fois, GAFA, à la face du monde, novembre 2011. Et au CES, le gars de Walmart, il se lève, honnêtement, il dit, bon, ça commence à bien faire, on commence à se faire manger de la laine sur le dos, faut qu'on réagisse, et là il dit, we need to build ecosystem with partner OEM willing to share marketing info and having the same objective. Read my lips, vaincre Amazon. Bon, ils n'ont pas encore trouvé, mais ils essayent. Voilà, donc on voit la bagarre est sacrément commencée, et vous allez voir avec Alexa, Amazon a vraiment une longueur d'avance. Donc, les pièces du puzzle, on les regarde tout le temps, ça c'est notre prise de veille, on les interface de ouf, l'ergonomie, et la bagarre des plateformes. Donc ça commence à bien dessiner le paysage. Alors on y va, 2013. Énorme, la bagarre de la poche. Et à l'époque, c'était le thème. Donc, le portefeuille de Apple versus eBay. Il y avait le $1 trillion gorilla. Il y avait Walmart, Target, 7-Eleven, Best Buy, etc. qui ont dit, on ne va pas laisser Apple gagner la bagarre du paiement électronique dans la poche. Nous, on va faire une solution et on va y aller. Bon, il faut regarder aujourd'hui, est-ce que vous payez électronique? Non. D'accord? Est-ce que votre carte NFC, elle marche? Non, elle ne marche pas. Ok. Aux États-Unis, ça marche un peu mieux. Bon, Apple a bien mis des jetons, là, mais là-dessus, ils y vont très très doucement. Ah, voilà. Donc, je vous raconte la petite histoire de Smart Grid. Donc, dans l'avion, coup de peau, je faisais escale à Salt Lake City, et je suis à côté du patron de Control Fort. Et Control Fort, l'année d'avant, il a été au CES, il avait l'interconnectivité de la maison. Et il disait, dans ta maison, tu as du Sony, du Philips, du Somfy, du machin, tu ne vas pas mettre une appli par appareil, moi je te fais une plateforme de connectivité de ta maison, tu n'as qu'une seule appli, et puis tu sors ton smartphone, tu baisses les volets, tu allumes ton four, tu allumes ton truc, le rêve, quoi. Bon. Et il se lance dans le Smart Grid. Et donc je lui dis, bon ben, racontez-moi comment ça s'est passé dans le Smart Grid. Et donc les Américains, quand ils y vont. Donc il avait pris un quartier de l'Illinois, okay, PG&E, Big Utility Company, et les gars, on vous équipe. Et on vous met ce smart meter, d'accord? On va sauver la planète, parce qu'on était à l'époque du verre, et vous allez faire des économies, parce que je vais retarder votre machine, je vais faire ci, je vais faire ça, vous allez voir. C'est génial. Résultat des courses, reconnaissance des vols, cambriolage. Et les petits malins ont hacké le smart meter, on dit tiens, la consommation de M. Petit, elle est plate, c'est le bon week-end pour aller faire un petit cambriolage, hein. C'est mieux d'y aller quand il n'est pas là. Donc, word to mouth dans le quartier, et les gars, il y a un autre phénomène, il dit on va débrancher. Merde, ça doit, ils m'ont changé le compteur. Donc je ne peux pas aller avec mes pinces et mes ciseaux changer le compteur, ça ne va pas le faire. Les Américains, dans ce cas-là, ils sont assez violents, et ils vont, congressman, t'es pourri, t'as vendu ton âme aux utilities. Le congressman, il ouvre la fenêtre, il dit qu'est-ce que c'est que ce boxon? Moi j'ai des élections à gagner dans 3 mois. Il appelle PG&E, il dit qu'est-ce qui se passe? Vous m'enlevez tout ça. Schloff! Poubelle. Donc nous on en retire quoi? 2 leçons. Pourquoi? Parce que c'est un genre de réseau où on partage de l'info avec une peur de Big Brother. Et là c'était pas Big Brother, c'était le pickpocket.
Et donc, pour qu'un réseau marche, il faut que la valeur perçue soit supérieure à ma peur de Big Brother. J'ai un peu peur, mais il faut que ma valeur elle soit forte. Et le deuxième, je dois me sentir in control. Et là, j'étais pas in control. D'accord? Vous m'aviez installé un vieux bazar, j'étais pas in control. Donc ça, c'est une grande règle. Et puis on l'a poussé un peu plus loin, vous allez voir tout à l'heure avec Under Armour. Donc des interfaces de ouf. Et là, on commence à voir beware, you are the button. D'accord? Et on commence à entrevoir la fin de l'objet. D'accord? Donc vous n'attachez pas trop à vos smartphones. Demain, c'est ouais, salut, c'est Bertrand, ouais. Moi, mon agenda, ouais, non, sur ce mur-là, ouais, non, mais ça, c'est pas intéressant, tchac, tchac, tchac. Donc ça, on va y aller, c'est pas ça en 2 ans, dans 3 ans, mais on y va, quoi. Il n'y a plus besoin d'avoir votre objet. Et c'est assez intéressant, parce que le CES, c'est le marché de l'objet. Donc quand il n'y a plus d'objet, il n'y a plus grand-chose à voir. Ok? Donc ça, on voit toutes ces interfaces, et au début, eye control, waouh, on bichait, hein. Ça, c'était des écrans transparents, comme on vous a montré avant, où je mettais ma main derrière l'écran et je manipulais les dossiers. C'était amusant. Bon, personne n'avait besoin, mais c'était amusant. Donc maintenant, voice recognition, vous savez, c'est 98%. Donc c'est mieux que vous et moi, parce que tous les 100 mots, on dit qu'est-ce que tu dis. Donc on ne comprend pas tout. L'ordinateur est beaucoup mieux que nous. Donc voilà, c'est Alexa qui arrive. Vous voyez, 2013, 2017. On continue. Voilà. Donc on commence à comprendre mon écosystème, avec au centre mon orthèse, et puis tous ces petits périphériques qui s'attachent autour de ça. Et le grand principe, KISS, Keep It Simple, Stupid, voilà, donc le grand principe. Donc on continue, et là c'est superbe. Donc là vous allez dans Eureka, une petite table, 3 mecs du MIT, devant un PC qui dit Bertrand, regarde cette publicité, et avec la petite caméra là, stupide là, ils lisent vos émotions. Il dit Bertrand, là tu t'es bien marré, là tu as décroché. Quand elle a dit manger, t'en as eu marre, etc. Donc je lis tes émotions sans aucun setup. Waouh! Puis on n'entend plus parler. Jusqu'à un certain jour, vous allez voir ce qui est arrivé. Et puis, la sharing economy. Donc c'est le début de la sharing economy. Why now? Pourquoi la sharing economy à cette époque? Il fallait que toutes les pièces du puzzle soient là. Donc il y avait du PayPal, il y avait des étoiles, il y avait des réseaux sociaux, il y avait mon orthèse de géolocalisation, et puis il y avait tous ces comportements qui étaient en train de changer. Donc sharing economy, c'est assez récent. Donc on regardera ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça c'était 2013, une belle année. 2014, donc 2013, les pièces du puzzle, toujours. Les conditions de succès pour une plateforme, très important. Et celles-là, on les a confirmées, on les confirme d'année en année. Des interfaces de ouf, ça on aime bien. La bagarre des plateformes, ça continue. Et un waouh technologie. De temps en temps, il y a un waouh technologie. Bon, et on va voir ce qu'on en fait. Continue. 2014, très belle année. Waouh! 3D printing. Et ça, c'est le trend. Vous savez, on regarde les 10 usages, 10 attentes du citoyen consommateur. Et là, il y a un trend très fort. On l'a appelé démat, remat. D'accord? Je prends tous mes CD en polystyrène, je l'envoie dans le cloud, je fais des confettis avec le plastique, et puis quand je vais repasser la musique, ça se rematérialise. Donc demain, vous achetez une belle table Stark, d'accord, en plastique, mais comme vous êtes un jeune, vous déménagez à Singapour, et vous n'allez pas faire un déménagement, donc vous la passez en copeaux, et vous arrivez à Singapour, vous dites, j'ai la preuve dans le blockchain que j'ai acheté cette table, tu me la rematérialises. Et c'est pas un faux. Donc ça, c'est une attente très forte. Donc, voilà, tout le truc. On voit aussi des interfaces de ouf. D'accord? Spartacus 3D, en rentrant du CES, il a monté sa start-up qui fait de l'impression 3D dans le métal. Voilà. Les tentations de la désintermédiation. Et là, on avait une table ronde avec M. Lévy qui a sorti son mot d'ubérisation. Et à l'époque, tout le monde lui disait, mais pourquoi tu as fait ton alliance avec Omnicom Publicis, qui d'ailleurs a capoté? Parce qu'on veut être incontournable, etc. Bon, il y a une grosse bagarre, quoi. C'est une grosse bagarre là-dessus. Donc des interfaces de ouf, la bagarre des plateformes. 2015, donc belle année, bon cru. Voilà, la caméra 360. Je la mets sur mon casque, et mon papa qui est resté à la maison,
il met ses lunettes et c'est Vie ma vie dans la piste noire et il regarde derrière moi. Je vous promets, la première fois que vous voyez ça, ça fait ouf. D'accord? Donc on y va, nouvelle interface. Et puis New York Times qui popularise ça en distribuant à tous ses lecteurs le petit truc en carton pour mettre votre Android. Donc les gens commencent à comprendre comment ça marche. Et puis vous avez le haut de gamme, vous avez l'équipement à 30 000, 40 000 $, où vous courez sur place et vous chassez des monstres dans l'espace virtuel. Bon, là, il y a du ouf, il y a du lourd. Et puis là, l'émotion, d'accord? Cet homme avait perdu son bras droit, il imprime son bras droit en 3D, il se le met, il met ses petits capteurs et il vous serre la main. D'accord? Et puis là, c'était un peu plus drôle, le mannequin, robe imprimée en 3D, des capteurs de sensation, des capteurs pour repérer qui je suis, et suivant que j'arrive friendly ou agressif, je sors les griffes. Waouh! Donc ça c'est beau, ça on en rêve, hein? Alors, on réfléchit un petit peu, bon, réalité augmentée, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc c'est Jacques-Benoît Lebris de Solvay qui commence à voir pour bidouiller une pompe, est-ce que ça peut vraiment aider? Bon, on n'y est pas tout à fait aujourd'hui. Ça, c'était assez amusant comme application, c'est les aiguilleurs du ciel. Plutôt que de cliquer avec une souris pour savoir quel avion approche, ils regardent un coin de l'écran et pouf, on leur fait le pop-up. Bon, voilà, donc c'était des premières petites applications. Alors là, c'est Karine, je ne sais pas si elle est là, Karine Kuhn, qui cette année-là gagne avec sa ceinture un super prix. Et on développe bien le concept que demain, des objets connectés, ben vous donnerez 4, et pas 5. C'est les 4 objets que vous portez tous les jours et qui ne passent pas à la machine à laver. D'accord? Donc les lunettes, la montre, la ceinture et les semelles. Okay? Alors, cette année, vous verrez, il y en a un qui essaie de vendre le t-shirt qui, soi-disant, vous chauffe et va aussi à la machine à laver. Bon, on va peut-être attendre un peu pour l'acheter. Mais c'était ce principe qu'on a baptisé Seamless. Ne me demandez pas de changer quoi que ce soit dans mes comportements. Hein, c'est Weezing et Eric Carrel qui racontent que tous les petits bitoniaux là, que vous avez reçus à Noël, qu'on met là, la ceinture pour compter vos pas, vous me rappelez, c'était il y a 2-3 ans, 70% au bout de 3 semaines au fond du tiroir du chéri, j'aime bien, mais j'ai autre chose à faire que je mette ce petit bitonio. Mais si le bitonio il est intégré à mon smartphone, mes lunettes, ma montre ou mes sandales, peu me chaud, et si ça peut m'apporter du service, pourquoi pas. Donc le concept de Seamless, très important. Là, c'était drôle comme tout, on était avec les gens de L'Oréal cette année, et on tombe sur qui? OQ, le bien nommé, hein, quand vous voulez faire des crèmes, vous appelez OQ, bon c'était incohérent, je ne sais pas ce que ça veut dire OQ, mais, vous voyez, donc, la petite caméra, je lis le derme, l'épiderme et je ne sais pas quoi, je regarde tes rides, tu me dis sur le menu déroulant la pommade que tu utilises, et au bout de 2 jours, je dis, ma chérie, ça ne te sert à rien, hein, donc économise 100 € par mois, ça ne sert vraiment à rien. Donc quand vous êtes L'Oréal, ça fait mal ce genre de truc. Bon, mais on verra que L'Oréal n'a pas fait faillite, je vous rassure, ça met plus de temps, mais c'était assez intéressant. Donc une nouvelle plateforme, la plateforme de la peau. Le X-Prize, on en parlait beaucoup, donc c'est un Star Wars, un transcorder. Donc le premier qui est capable, dans un outil ressemblant à un smartphone de moins de 200 grammes, de mettre tous les capteurs qui vont bien. Donc vous voyez, ça c'est des petits capteurs. Donc Bosch en fait de plus en plus, on les regarde chaque année. Et là, c'est l'éthylomètre. Vous savez, le truc qu'on vous a oublié d'acheter et qui pourrit dans votre boîte à gants et qui ne marchera jamais. Bon, maintenant, demain, vous l'aurez sur votre smartphone. D'accord? Et donc le premier qui met tout ça dans un smartphone et qui fait un diagnostic meilleur qu'un panel de 4 médecins, pour 13 maladies, je crois, gagne 10 millions de $. Pas mal? Donc c'est le X-Prize. Il devait annoncer les résultats, on ne les a pas encore, il y a 7 finalistes, donc ça avance. Donc un sacré effet waouh. Et puis voilà, on finit l'année 2015 avec cette charmante dame là, un robot humanoïde japonais qui nous chante les comptines, avec une expression faciale pas trop mal. Bon, donc là on rentre à la maison, on est content. Voilà, 2015, ah non c'est pas fini. Et puis là, la grande keynote de Mercedes, qui nous présente aujourd'hui, je te fais de l'arrêt d'urgence, ça marche, et demain, je te présente The Lounge. D'accord? C'est pas une voiture, c'est un salon roulant, et d'ailleurs, les mètres carrés à Paris, c'est très cher, t'aimerais bien avoir une 5e pièce,
ben, je t'offre ta 5e pièce. Et là, tu craques. C'est le concept génial. Donc on n'est plus dans la voiture, on est dans autre chose. Ok? Donc voilà, donc une très belle année. On regarde les conditions du succès, on regarde les interfaces, toujours les plateformes, et un autre effet waouh assez bluffant. Bon, 2016, rien. Boum. Le même casque, la même réalité augmentée, un peu trop lourd, pas assez cher, j'ai chaud aux oreilles. Bon, ok, pas d'autre chose. Alors là, la caméra 360, plus grosse, plus petite, mieux faite, bon, rien de majeur. Le seul truc majeur, c'était la keynote de Netflix. Et ça, c'était un business model assez impressionnant. Donc ça, c'est les boîtes qui surfent. Donc, 2016, le trou noir, pas de waouh techno, on ne nous fait pas rêver, c'est pas qu'on est blasé. Et 2017, pareil, la même chose. Donc on va se poser les questions du pourquoi. Et on va essayer d'y répondre en vous montrant... Alors, on aurait pu vous parler de ça en 2017. Ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle un form factor. Hein? Pas mal, la montre, là. La montre smartphone. Sympa. Là, je veux bien, à Noël, je craque. Ok? Bon, il n'y a rien. Alors c'est ça, c'était le t-shirt qui vous chauffe, et soi-disant qui va bien dans la machine à laver. Donc c'est pas mal. Il faut quand même enlever la batterie quand vous enlevez le t-shirt. Et là, nos amis belges, ils ont été avec les gens de Solvay, ça c'est de l'IoT qui m'intéresse, ça c'est la brasserie qui fait de la bière, ça c'était intéressant. Voilà. Donc on a vu des trucs marrants, ou alors les robots, d'accord, donc un peu mieux que celui d'avant. Et même dans les salons, vous voyez des gens avec la moitié d'un robot qui se balade, bon, allez, pousse-toi de là, quoi. Donc on est complètement blasé. Alors, on va prendre ces thèmes-là. On a une table ronde très intéressante sur la sharing economy, parce qu'il y a quand même des trucs sérieux qui se passent. Donc on va reprendre un peu driverless. On va reprendre Alexa, les nouveaux interfaces. Le Quantified Self-Under Armour par rapport à ce qu'on peut faire et pas faire. Et puis Affectiva, la lecture de vos sentiments et le marketing 4.0. Et là, on va mettre un petit peu un pavé dans la mare. Sharing Economy, 2013. Ah, vous voyez, il n'y a qu'un seul journal qu'il faut lire, mesdames et messieurs. Hein. The Economist. Moi, je fais toute ma veille là-dedans. Vous le laissez traîner pour vos enfants. Voilà, donc c'est très beau. Donc, je vous lis la date. Mars 2013. Tiens, c'est marrant, c'est l'année où on en a parlé au CES. OK? Donc, ils expliquent, ouais, ça va partout, partout, partout. On va y aller. Et donc, je vous rappelle, pourquoi en 2013 ça démarre? Oui, parce qu'on dit, oui, la techno, on s'en fout, mais il faut qu'elle soit là. OK, il faut qu'elle soit là. Donc, pour que la sharing economy, il fallait des réseaux sociaux, du PayPal comme tiers de confiance, des étoiles pour noter, la géolocalisation, ma télécommande universelle. Mais, surtout, c'est ça. Nous, nos enfants. Nous, on était dans le crédit. Ah, ta crédit history. Eux, ils sont dans la réputation. Nous, on était dans l'advertising, ils sont dans la communauté. Individual ownership, share access, hyper consumption, collaborative consumption. Allez expliquer à votre fils, alors je suis désolé, de dire que vous avez besoin d'une voiture, être propriétaire d'une voiture, va vous servir 5% du temps. Il dit, ma cash, papa, ça va pas la tête là. Okay, et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté un garage 30 000 € pour mettre ta bagnole de 30 000 € dont tu ne te sers pas. Doublement ma cash. Okay, ben, ils n'ont pas tort, mais nous, on n'y arrive pas. Alors, petit retour en arrière, ça c'est TechCrunch, septembre 2014. Donc ce monsieur-là que vous connaissez bien, Travis Kalanick, il nous explique, ouais Hubert, c'est assez intéressant, on arrive à 2 endroits, à New York en Silicon Valley, avoir suffisamment de densité de trafic pour faire de la redensité de trafic. C'est-à-dire, je vais vers l'aéroport, et on me dit, tiens, il y a ton copain Paul, qui est 2 minutes derrière toi, il va aussi à Charles de Gaulle, je regarde ma montre, je dis, ouais, ok, je peux attendre Paul. Hop, on se gare dans une station de cross-docking, il ouvre le coffre, il enlève des paquets, remet des paquets, Paul monte dans la voiture, on sympathise, et on partage le prix de la course jusqu'à Charles de Gaulle. Donc tout d'un coup, les voitures sont 2 fois plus utilisées. Et c'est pour ça, tous les problèmes d'Uber en termes d'image, ils essayent de le corriger avec Uber Pool. Et ça marche très bien, hein. Prenez Uber Pool, vous rencontrez les gens, c'est très marrant, c'est très sympa. Bon, et donc on était à Disrupt San Francisco, hein. Donc il y a un jury, et le petit Kalanick, le jury dit, ouais, mais c'est pas assez disruptif, ouais, non, mais...
Et là, il y a un nommé Vinod Khachla qui arrive et qui dit, si vous mettez les Uber et les Blablacar, plus driverless, d'accord, vous divisez par 10 le nombre de voitures vendues en 2024. Par 10. Alors pourquoi 2024? Parce qu'il dit, bon, le taux de renouvellement de la flotte automobile, c'est 10 ans. Et maintenant, toutes les voitures que vous achetez, elles ont un petit moteur électrique là, sous la conduite. Là. Et donc, vous regardez le TEDx 2014, il y avait un brillant ingénieur français qui, tout seul, avait fait un petit algorithme que vous mettiez dans votre smartphone, d'accord, qui, donc, prenez votre smartphone, mettez derrière votre rétroviseur, il regarde la route, il a l'algorithme, et puis il a mis un petit fil, il a bidouillé un fil qui va vers le moteur électrique, et lui, sur autoroute, il était là derrière le volant en disant « Qu'est-ce qu'il fout celui-là ?» Donc il avait driverless avant tout le monde. Coût du driverless en équipement pour vous, 1 €. Parce qu'il le vend son appli 1 €. Alors est-ce que vous allez le faire? Non, parce que vous n'avez pas confiance. Mais lui, il dit ça marche très bien. Ok? Donc, tout simple. Alors, pour comprendre le raisonnement, on ne va pas trop vite. Donc Vinod Khachla, il se lève et dit, je vous rappelle que driverless, ça arrive, et que par définition, une driverless car n'est plus votre propriété. D'accord? Elle vous ramène à la maison à 7h du soir, elle sursage rapidos 10 minutes, et à 7h15, elle s'en va. Et où tu vas? T'inquiète pas, demain matin, je serai là à 7h moins le quart, je vais mener ma vie. Je vais faire les boîtes de nuit, je vais faire du colis, voilà. Donc, taux d'utilisation, la voiture, on passe de 5% à 95%. Waouh! Ok? Et puis ensuite, densification, je vous rappelle, ça c'est en France 1,2, aux États-Unis ça doit être 1,1. Dans les embouteillages, à Paris, on est 1,1 par voiture. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages. Je ne sais pas 1, alors prenez le scoot ou mettez 4 voies voitures, puis on n'a plus d'embouteillage. Alors, la transition. Comment va se faire la transition? Parce que ce que vous racontez, c'est complètement dingue en termes d'usage. Il y a des dinosaures comme moi qui ne veulent pas abandonner leur voiture particulière. Ben, la transition, c'est très simple. En janvier 2020, peut-être, la maire de Paris va m'écrire, Monsieur Petit, vous êtes un dinosaure avec une voiture particulière dans un garage particulier, mais on est en démocratie, je ne peux pas vous interdire. Mais j'ai fait une red zone. Donc dès que tu sors ta voiture, à chaque carrefour, 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Puis au bout de 4 €, je dis à mon épouse, bon, prends l'appli, là, Paris, le covoiturage, et tu mets transport public. Là, le compteur s'arrête, et au prochain carrefour, il y a quelqu'un qui me dit, oui, Monsieur Petit, je monte avec vous, là, vous me portez porte-maillot, je fais du cross-docking, il y a quelqu'un qui m'amène à la Défense. Vous voyez, Red Zone, ça marche à Londres, il suffit qu'il y ait un petit peu de volonté politique, ça c'est fait, et tout d'un coup, 90% des bagnoles, il n'y a plus d'embouteillage. Waouh! C'est du rêve. Ouais, 2024. C'est bientôt 2024. Alors, il y avait un panel, on vient au CES, là c'était un petit flashback, Uber, Airbnb, et ça c'est le concurrent d'Animote. Vous connaissez tous Animote, il s'appelle Dog Valet. C'est le pet sitting. Alors ça c'est une fortune, hein, le pet. Je vous rappelle, il y a plus de bébés, de chiens à garder que de bébés à garder aux États-Unis. Hein. Donc, panel des trois, et finalement on les écoutant, on dit tiens, c'est ça les facteurs clés qu'il faut arriver à suivre. Et donc, on va voir si le facteur déclenchant, qu'est-ce que c'est, si c'est Many, Fiu, etc., etc. Alors, on y va. Uber Didi, hein, c'est pareil, vous avez suivi les trucs, Uber Didi. Alors, facteur déclenchant, facile. Tous les smartphones ont un GPS, du jour au lendemain. Bing. Donc vous étiez TomTom, hop, plus de marché. Ils avaient été... Bon, donc ça c'est facteur déclenchant. Donc les trois gars, vous connaissez l'histoire, ils sont à Paris, il n'y a pas de taxi, du que c'est que ce scandale. On va faire une petite appli. Et ils mettent donc une plateforme avec des vendeurs, donc des chauffeurs, et des acheteurs. Donc des vendeurs, il y en a few, des acheteurs, il y en a many. C'est nous tous. D'accord? La motivation, ah ouais, je veux gagner du pèse. D'accord? Et moi, ouais, je veux faire un peu des économies, mais je veux une expérience un peu mieux que la G7, parce que j'en ai marre qu'il ne m'ouvre pas la porte et que ça soit dégueulasse. Et puis je veux savoir si ma voiture, c'est vrai ce qu'elle me dit, elle arrive dans 5 minutes ou je la vois sur la carte. D'accord? Et tout d'un coup, on a d'autres attentes. Suivez le débat qu'il y a eu, c'était très drôle, il y a un député socialiste qui a dit c'est simple, on va obliger Uber à donner son algorithme à la société G7. Ah oui, on n'a qu'à le faire. L'asymétrie. Donc l'asymétrie dans le réseau, c'est vachement important.
Et là, alors, l'acheteur, nous, on note le chauffeur, et dès que vous notez très bas, vous avez un coup de fil juste après, les chauffeurs, ils nous notent. Mais c'est pas la même gravité. Parce que même si moi, je me comporte très mal dans le chauffeur de taxi, bon, demain, j'ai pas perdu mon job, j'irai à la G7. Tandis que lui, si je lui mets un 2, pouf, ça se passe mal pour lui. Donc, on n'est pas dans de la symétrie. Et là, c'était très intéressant. Donc, à la table ronde, il commence à parler de l'élasticité prix. Hein, vous savez, le surge factor, quand vous êtes à Las Vegas, vous le voyez bien. Donc il dit, bon, hein, x2, x5, x9,9. Vous trouvez un peu sévère, hein. J'ai l'habitude de payer 10 €, 99 €. Donc il explique très bien, en termes économistes, il dit, voilà, il faut que le marché soit efficace, donc quand il y a un grand match de foot et que toutes les voitures sont parties en dehors de New York, eh ben, si on vous dit 40 minutes pour le prochain Uber, ça ne va pas le faire. Donc nous, on anticipe, on dit aux gars, non, non, restez pas à la télé, sortez vos bagnoles, vous allez gagner du fric, je vais vous faire un surge à 2, à 3, à 4. Donc l'offre se met, et puis la demande, elle baisse. Donc c'est bon. Mais, quand vous allez un peu plus loin, parce qu'il parlait la main invisible, etc. Ah, alors est-ce que vous pouvez être transparent? Quand est-ce que vous décidez de faire un search? Ah non, on ne peut pas vous dire, parce qu'il y a toutes nos données, etc. Donc c'est vous qui décidez. Oui, c'est vous qui décidez. Ah bon, ben nous, clients, on trouve ça un peu gonflant. Ah oui, mais si je ne fais pas ça, vous n'aurez pas de taxi. D'accord? Donc assez intéressant au niveau motivation-prix. Les facteurs clés, pour eux, c'est constance du service, densité de l'offre. Donc, le jeu se gagne ville par ville. D'accord? Et ça, c'est très important. D'où l'accord qu'il a fait avec Didi. Ça, c'était au niveau de la Chine. Hein, Didi avait 80% de part de marché. Uber a claqué des milliards pour acheter du trafic. Puis il a compris qu'il ne pourrait pas, donc il a abandonné. Donc ça veut dire que Uber aujourd'hui, donc 430 villes, dont 30 villes profitables. Donc ils gagnent bien leur vie, mais voilà, 430, 30. Et là, justement, quand on était à Las Vegas, il y avait la guerre entre Lyft et Uber, et Lyft vous offrait 50 $, d'accord, de trajet gratuit si vous n'aviez pas déchargé l'appli. Moi, je l'avais déchargé juste avant. C'est dommage. Voilà. Donc c'est un peu un partage du monde, et des Didi, vous en allez avoir d'autres, parce que c'est pas très compliqué, hein. Vous appelez Doudou, vous faites Doudou Venezuela, bon, vous avez compris comment ça marche. Hein. Okay, donc, il faut y aller. Et Airbnb. Donc, la techno déclenchante, c'est les places de marché pour que l'offre et la demande se rencontrent. En effet, on est many. Et la motivation, moi, le vendeur, c'est de l'argent, mais moins. Donc Airbnb se rend compte que maintenant leur première source, aussi bien au niveau de l'expérience que de l'offre, ça devient les seniors. Et les seniors, ils adorent. Ça fait de la visite, ils préparent les trucs, etc. Donc ils commencent à bien travailler là-dessus. Et donc ils lancent un outil automatic pricing maintenant. Donc moi qui ai un appartement, je peux mettre mon choix. Soit je veux maximum de cash, soit je veux éventuellement 2-3 week-ends par an, je veux bien aller chez mes beaux-parents, quitter ou soit, c'est vraiment occasionnel si le mec est vachement sympa. Et donc ils arrivent à aider quand même du côté de l'offre. La symétrie, elle est parfaite, d'accord? Et ça, c'était très fort. Donc on revient à TechCrunch. Le patron de TechCrunch, il nous explique pourquoi il a changé de logo. Vous vous rappelez, avant c'était un logo bleu, et il avait fait un buzz pas possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ce buzz, parce qu'on pouvait voir dans ce signe-là une paire de fesses. Bon, il faut avoir l'esprit mal tourné, mais ils avaient joué le buzz à fond. Et ils disent, non, on n'a pas fait ça par hasard, parce qu'on s'est rendu compte que pour battre notre concurrent, qui s'appelle Hilton Sheraton, ben nous, on va être dans l'hospitalité. Et il nous explique, et je vous explique, l'hospitalité, c'est quoi? Très belle formule, c'est du service avec du cœur. Et il continue, et pour qu'il y ait du cœur, il faut qu'il y ait de la symétrie. Et il continue. Chez Accor, chez Sheraton, il n'y a pas de symétrie. Parce que vous êtes le client, en disant, carrément, oui, monsieur Petit, bien, monsieur Petit, entendu, monsieur Petit. Donc je peux être un gougnafier, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. Du moment que je ne vandalise pas ma chambre, d'accord, je rends mes clés en râlant, oui, monsieur Petit. Et 2 semaines après, je reviens, et la bonne femme ne me dit même pas, j'espère que vous êtes de bonne humeur, monsieur Petit. Bonjour, monsieur Petit. Donc il n'y a pas de symétrie. Vous faites ça une fois chez Airbnb, votre étoile, chou, dans the toilet, this guy is a pain in the ass, puis personne ne voudra vous recevoir. Okay, donc on est dans la symétrie. Et ils jouent à fond cette carte, et ils disent donc,
On est dans l'hospitalité, on est dans l'expérience voyage, donc vous, les hôtes et les hôtesses, c'est vous qui faites l'expérience client. Nous, on fait 5%, vous faites 95%. Donc on organise des grands get-together à Paris, d'accord? Et là, vous échangez les best practices, etc., etc. Et puis allez-y, additional service. Mais oui, tiens, ce gars du Texas, il a l'air vachement sympa, je ne savais pas. Je lui propose un cassoulet, parce que mon épouse, cassoulet très bon, 30 €, il achète le cassoulet. Je lui propose la Tour Eiffel, 20 €, il achète la Tour Eiffel. Et le retour à Charles de Gaulle, 25 €, génial. Additional service. Et donc, voilà, ça c'est la concurrence de Accor et Sheraton. Donc eux, ils montent en gamme, etc. Et ça, c'était important. Élasticité prix, moyen, c'est pas énorme, donc, sauf pour ceux qui veulent... Alors, là où il l'expliquait entre les lignes, ce qui est assez malhonnête, comment vous obtenez des bonnes notes chez Airbnb? Ben, vous mettez votre superbe 100 mètres carrés à 3 francs 6 sous. Et le gars, il vient là, il dit, ouais, génial, parce qu'on raisonne tous en rapport qualité-prix. D'accord? Et puis ensuite, l'appartement qui était à 20 € la nuit, vous le mettez à 50 €, 70 €, vous avez les mêmes étoiles. Mais à 70 €, si vous l'aviez mis dès le début, vos ratings n'auraient pas été là. D'accord? Donc voilà, donc ils développent toute l'expérience, ils ont toute une plateforme pour encourager les hôtes et les hôtesses à développer l'expérience. Donc, le pet sitting, même chose, il dit, nous on est le Airbnb du chien. Vous voyez, ils ont repris l'ancien logo de Airbnb, c'est le Airbnb du chien. Alors, ce qui est très drôle, mais il ne pousse pas le raisonnement jusqu'au bout, il dit, oui, mais nous, il y a 3 acteurs. Il y a le propriétaire, il y a l'hôtesse et il y a le chien. Et malheureusement, le chien, il ne peut rien dire. Alors, j'ai été le voir à la fin, j'ai dit, c'est pas vrai. Vous savez, en Israël, donc, il y a une boîte qui met un collier à un chien. Un chien, par son mouvement, vous dit son état de stress et s'il est malade ou pas malade. D'accord? Donc, vous pourriez très bien mettre ce collier. Et il me dit, surtout pas, ça va être anxiogène pour les patrons qui sont partis à l'autre bout de la planète, donc surtout pas, on ne veut pas faire ça. Bon, donc on est dans du meni-meni. La motivation, c'est un petit peu d'euros, mais c'est surtout que mon toutou, il soit bien gardé comparé au chenil. Et moi qui suis le vendeur, tiens, j'aime bien avoir un chien, mais pas tout le temps, quoi. Ok? La symétrie, elle est parfaite, parce qu'on note le chien. Celui-là, il m'a bouffé 2 canapés, etc. C'est pas terrible. L'élasticité prix, quasi nulle. J'ai trouvé une pet sitter pour mon gros doudou, et mon gros doudou, il aime bien. Les prix, je m'en fous. D'accord? Le problème pour eux, voilà. Et donc, ils disent, non, non, c'est pas un problème, c'est une opportunité. Parce que comme on est dans des relations de voisinage, le risque pour eux, c'est le bypass. Hein, je t'ai donné 3 fois le chien, j'ai plus besoin de passer par la plateforme pour te redonner le chien. Et ils disent, si, prends l'assurance. On ne sait jamais. Hein, s'il pique une colère et qu'il met tout en l'air, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc voilà. Donc on a fait cette grille de lecture pour bien comprendre un peu comment la sharing economy se développe ou se développe pas. Donc ça fait partie de nos matrices. Alors le dernier petit point, parce que ça on encourage beaucoup. La question c'est, est-ce qu'on est vraiment dans la sharing economy? Eh ben non, parce qu'il y a quelqu'un qui siphonne tout le cash pour les actionnaires de Airbnb, etc. Alors que c'est très facile de faire la même chose et de mettre une coop au milieu, d'accord, qui à la fin de l'année restitue le reste dans la caisse au kilomètre parcouru, etc. Donc ça, j'espère que ça va avoir lieu dans beaucoup de pays, parce qu'il suffit de copier-coller, et de mettre un autre business model. Mais en même temps, il faut aussi avoir l'attractivité. Alors, on va revenir sur driverless. Alors c'est drôle, hein. Donc vous reconnaissez ça, ces ailes là? Ça vous rappelle pas Tesla un peu? Voilà, donc ça copie. Et donc là, on va parler, ça c'est la petite carte qui rend la voiture intelligente. Vous voyez, c'est une petite carte. Et au milieu, il y a la puce NVIDIA. Donc Carlos, il a fait son show. Prudent, hein, si vous lisez ça. By 2030, 15% of new vehicles sold will be fully autonomous. Bon, donc très prudent. À côté, il y avait Audi qui dit, bah, nous on en a une, on a mis la puce NVIDIA. Alors normalement c'est 2020, mais je ne devrais pas vous le dire, mais elle marche très bien maintenant. Allez-y, l'essayez, ça marche très bien. Bon, donc prudent. Mais allez-y quoi, mais prudent. Donc Tesla a ouvert la route. Alors il y a toutes les nuances de driverless, mais ça c'est du débat de technicien. Mais je dirais que l'attente, il est là. Alors, pavé dans la mare, innovation come from the fringe, qui va tirer les marrons du feu? Et là, il y a un petit mec qui s'appelle NVIDIA qui dit, ben moi j'aimerais bien. Donc
voilà, donc super keynote, c'est pas un excellent speaker, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, il preach AI Future, et il avait bien entendu le journaliste. Alors ce mec-là, il dit, moi je suis le champion de la carte graphique, 1 milliard de PC connectés avec des cartes graphiques, donc quand vous êtes un joueur ou quand vos enfants jouent, tous les 3 mois ils changent la carte graphique, etc., etc. Et puis il y a la rencontre Artificial Intelligence et GPU, Graphic Processing Unit. C'est le calcul en parallèle pour piloter chaque pixel. Et les gens du Big Data, ils disent, ça j'aime bien parce que le Big Data c'est ça. Je fais du calcul en parallèle. Tous les calculs Internet, c'est du calcul en parallèle, puis je rassemble les morceaux pour avoir le résultat. Et donc, du coup, il se retrouve le champion du Big Data. Vous vous rappelez, il y avait des boîtes avant qui s'appelaient Intel. Ouf, ils n'ont pas vu ça. Donc je suis le champion du Big Data et voilà, je mets ça dans l'outil NVIDIA Inside. Ça vous rappelle quelque chose? Intel Inside. Bon, très bien. Donc premier pivot assez remarquable. Et puis, la maison connectée. C'est une usine à gaz. Et une fois que vous avez mis votre usine à gaz, vous aimeriez bien que ça marche, même quand il n'y a plus d'ADSL. Hein. Vous serez là, bah tiens, j'ai plus d'interrupteur. Donc vous avez besoin d'un petit NVIDIA chez vous. Ok? Donc l'architecture de demain, potentiellement, surtout dans la voiture, c'est 90% du calcul dans la voiture, 10% dans le cloud. Donc si cloud capote, ma voiture elle continue. Et comme moi, je n'ai pas forcément envie de me faire renifler chez moi par tous les acteurs du cloud, je serais peut-être content d'avoir un petit serveur NVIDIA. Et je dirais à mon fils, ouais, tu pourras jouer le week-end, mais le reste du temps, il va faire de l'intelligence artificielle. Et là, il se lance dans un deuxième pivot. Il a compris Amazon Web Services. Il dit, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a qu'1 milliard de PC connectés avec des cartes graphiques sur les 2 milliards de PC existants. C'est sur votre petit laptop de bureau, vous ne pouvez pas la mettre, la carte graphique. Mais potentiellement, il y a beaucoup de gens qui voudraient jouer. Et donc, moi, je lance l'offre Game as a Service, $24 pour 24 heures. Waouh, c'est que du bonheur. Hein, vous n'êtes pas un geek, vous n'êtes pas là avec votre tournevis à débrancher l'arrière de votre PC. Vous faites super jeu. Alors, ils ont résolu le problème du temps de latence. Hein, donc, ils l'ont résolu, ils l'ont masqué, mais c'est assez brillant. Donc, voilà, 2 pivots par ce petit gars-là. C'est trop tard, hein, le cours de bourse, il a déjà fait 3. Enfin, donc là, les gens y croient. Et puis, je vous rappelle, quel est le sport numéro 1 aujourd'hui? C'est pas le football, c'est le e-sport. D'accord? Donc, c'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Donc, voilà, donc c'est des grands stadiums. On va regarder les autres jouer avec leurs manettes, et vous avez des champions du monde de 14 ans qui ramènent à la maison des chèques de 100 000 $, etc. Bon, parlez avec vos enfants, hein. Moi je connais rien, mais ça commence à être assez gros tout ça. Alors c'est ça l'architecture du futur. 90% de l'AI se fait en local, 10% dans le cloud. Je coupe le cloud, je m'en fous. Et puis même un jour, comme je n'ai pas très confiance dans le cloud, je vais les coupler le cloud. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant comme concept. Bon, je ne sais pas si c'est 90-10 ou 70-30, mais ça va être ce genre de truc. Et donc, c'est ça qui faisait dire qu'il était en train de preacher le AI. C'est bon? Quantify Self and Under Armour. Alors là, on revient. Platform is working or not working. Vous vous rappelez? Donc, working, not working. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le Quantify Self? Non, on va la revenir. Potentiellement, vous avez du Big Brother à fond, parce que vous êtes là à mettre des capteurs, des capteurs, des capteurs. Vous envoyez tout ça dans le cloud, votre docteur regarde ça, et éventuellement Big Brother. Et Big Brother, il s'appelle la mutuelle et Chemo. Et la mutuelle va me dire, Bertrand, je t'ai payé des petites pilules là, pour ton diabète, rassure-vous, j'ai pas de diabète, et tu n'as pas fait tes 10 000 pas quotidiens. Tu as fait le potato coach avec la finale, la du handball, puis la finale, puis l'autre finale. Tu n'as rien fait. Donc, je ne te rembourse plus. Je tombe. Alors là, c'est scandaleux. Mais, ça marche. Parce que I am in control. Je sors mon téléphone et je fais opt-out. Ben, tu les auras plus, mais pas. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'en France, c'est le premier cas qui est passé en cassation. C'est l'histoire de l'apnée du sommeil, c'est une machine qui coûte 400 $,
Et la sécurité sociale a fait valoir à juste titre que ça ne sert à rien qu'il reste la machine si tu t'en sers pas, Bertrand, au moins 3 heures par nuit. Donc il a demandé à tous les fabricants de machines de mettre un petit mouchard. Donc le mouchard, il remonte. Des associations se sont emparées du truc en disant c'est un scandale, c'est un scandale. Au début, ils ont gagné, ils ont perdu, etc. Et finalement, l'État français, le pays de la liberté, a donné raison à la sécurité sociale. OK? Bon, donc c'est des vrais débats. Donc, 3 trucs. Mon usage est supérieur à la peur de Big Brother. Deuxièmement, feeling control. Troisièmement, seamless. Ne me demandez pas de changer quoi que ce soit dans mes comportements. Donc il a bien compris ça. Under Armour, vous ne connaissez pas, je vais vous le faire à la française, c'est le coq sportif français. Je fais des maillots, des gants, etc. Et le mec, c'est un ancien champion de foot, et il y a tous ses potes qui portent le maillot, donc il sait entertaining les grandes stars, il a son jet, etc. Puis il vient au CES, et là il dit merde, bonne mère, il se passe quelque chose là, avec toutes leurs applis tracking. Puis il le joue à l'américaine. Il dit bon, on va faire du shopping, donc $1 milliard, et il rachète ces 3 petites applications. D'accord? Sympathique. Et là, il commence à avoir pas mal de données. Alors regardez les données. 2 billion jogs, 2 milliards de courses parcourues par 120 millions de coureurs qui vous donnent cette information gratos, dont 2 millions se paluchent chaque jour de rentrer ce qu'ils ont mangé. Pas mal, hein, les mecs. Il y a des clubs, vous connaissez les alcooliques anonymes, mais il y a des clubs de Quantify Self. On se retrouve le vendredi après-midi. Alors toi, ton pouls, montre-moi ton pouls, à toi, ton Quantify. Ah ouais, attends. Donc c'est une passion. Et donc, il nous dit, ça c'était au SXSW, il nous dit, ordre de grandeur, quand une étude américaine, une université américaine fait une étude sur la nutrition, l'échantillon c'est 20 000, 40 000 au maximum. Moi j'ai 2 millions. Et alors il dit, qu'est-ce que tu as fait de tout ce big data ? Alors là, c'est drôle, vous allez dire, je moulinais tout le big data, et j'ai trouvé un truc extraordinaire, c'est quand tu dors bien, tu cours bien. Oh, ça, ma grand-mère me l'avait toujours dit. D'accord? Donc on reprend ça. Donc on avait revu ça, je ne vais pas vous en reparler, je m'excuse, j'aurais dû appuyer. Donc on quantify self, donc tous les signaux sont au rouge. Parce que je peux faire du opt-out, je peux faire du seamless, donc tout va bien. Alors, donc voilà. Donc il dit voilà, ça c'est ce champion Brady, le grand footballeur américain, voyez son sommeil, et c'est pour ça qu'il a gagné la Super Bowl. C'est un bon garçon, etc. etc. Bon. Alors ensuite il continue, il dit, vous connaissez à gauche le grand gars? Bravo, Michael, hey, how are you Michael, etc. Bon, tu as gagné, je ne sais pas combien, 32 médailles, maintenant t'arrêtes, oui, j'arrête. Donc tu n'as plus de coach, non, tu n'as plus de coach. Alors comment tu fais? Parce que tu as l'air en forme, une baraque comme ça, mais... Et il dit, ouais, j'ai acheté tes godasses. Ah bon, qu'est-ce que tu fais avec les godasses? Il dit, voilà, je saute une fois, alors il nous fait tous sauter en même temps, 2 fois, lui il saute d'1 mètre, nous on saute de 1 centimètre, 3 fois. Et là, les baskets, elles clignotent, vert, orange ou rouge. Donc si c'est rouge, tu vas te recoucher, Michael, tu ne vas pas courir. Si c'est orange, tu fais tes 5 km. Si c'est vert, tu peux attaquer le semi-marathon. Seamless. D'accord? Bon, le mec là, il s'occupe de votre santé, mais il cherche surtout à vendre des maillots. Donc il a dit, forget to sell shirt and shoes, that's dramatic, don't forget. Et donc il nous annonce le pyjama pour vos nuits confortables à $99. Et je vous promets, à Noël, vous allez avoir un pyjama confortable à $99, avec des trucs infrarouges, et votre sommeil va s'en trouver amélioré de façon scientifique. Donc c'est un mec de marketing champion. Mais il a bien compris les concepts de Quantify Self. Donc tiers de confiance, Under Armour, ça marche bien. Ok? Alexa. Alors est-ce que ça va marcher aussi bien? Donc Alexa, je vous rappelle, c'est la borne écho là, que vous mettez dans votre cuisine. D'accord? Et on dit Alexa, commande-moi des petits pois. Alexa, est-ce que je dois prendre mon parapluie? Alexa, j'ai au moins du Beethoven. Alexa. Donc c'est la fureur aux États-Unis. Ça n'a pas débarqué en France, Alexa ne parle pas français encore, mais ils étudient aux États-Unis. Alors il est arrivé 2 choses en 6 mois, très drôles, quoi, une assez dramatique et une assez drôle. La dramatique, c'est drame conjugal, monsieur tue madame, le FBI voit Alexa partout, appelle Amazon et dit « Balancez-moi tout le recording ». Ça vous rappelle l'histoire du FBI avec Apple.
Donc Amazon dit, bah, écoute, désolé, moi je garde uniquement les 60 secondes après le mot Alexa. C'est vrai, c'est pas vrai, que le FBI n'a pas insisté, donc voilà, il a donné les 60 secondes après Alexa. Mais aux États-Unis, quand ils aiment bien quelque chose, ils en mettent dans toutes les chambres. Donc vous êtes complètement à votre, pas à votre corps défendant, grâce à ce que vous avez mis dans toutes les chambres, il y a Big Brother Amazon qui vous écoute 24 heures sur 24. Et donc la question, est-ce que vous avez réfléchi avant de mettre un objet là dans une nouvelle zone d'intermédiation et de filer toute votre information? Donc là, on est dans le, je vous rappelle, c'est le 360 degrés, donc non seulement je vois tous les interrupteurs que tu touches, l'IoT, et je vois tout ce que tu dis dans ta maison. Donc ça, c'est le, on va dire, c'est le marketing 3.0 ou plus, puis on verra ce que c'est que 4.0 très bientôt. Nevertheless, GE Appliance connects with Alexa. Whirlpool Appliance connect with Alexa. Hein? Alexa lance ma machine. Et hop, Alexa lance ma machine. Donc comment ça marche? On rappelle Amazon, Amazon Web Service, c'est la cash cow de Amazon. Et il y a 7000 applications. Alexa fait ceci, fait cela. Et il y avait un hackathon. Regardez, hein, je ne vais pas demander sa carte d'identité, mais 9 ans, 10 ans, on fait un hackathon avec du Alexa sur Amazon Web Service. OK? Alors, pourquoi Alexa et non pas OK Google ou Siri? Question à 100 balles. Tic-tac, tic-tac. Parce que chez Amazon, on achète. 60% des queries aujourd'hui ne passent plus par Google. Ça va directement sur Amazon. Quand vous tapez chemise bleue, vous n'allez pas sur Google pour tomber sur Amazon, vous allez directement sur Amazon. Donc Amazon a vraiment gagné la première manche, et je vous promets, les autres, ça les énerve sacrément. Si en plus les gens mettent des bornes Alexa partout, et que moi, Amazon, j'ai fait ce qu'il y a de plus dur, Google, il a fait facile, Facebook, c'est facile, c'est que du digital. Moi, je trimballe les paquets. C'est un peu plus dur. OK? Donc c'est assez impressionnant. Alors, on va voir, pour finir, un petit coup de gueule sur le marketing 2.0, 3.0, 4.0. Alors, on va jargonner un petit peu, mais c'est amusant, on aime bien faire ça. Et on va voir, donc, on a commencé à parler de 1.0, 2.0, 3.0 au niveau, je suis une marque, je suis un média. D'accord? Et au niveau marketing, c'est ça, 1980, marketing à sens unique, Coca-Cola, soif d'aujourd'hui. Vous vous rappelez? Et donc, il fallait qu'à la fin, vous commandiez un Coca parce que vous aviez vu la pub 10 fois par jour. 2.0, les années 2000, qu'est-ce qui m'a mis ce truc à double sens, là? Donc, c'est les blogs. Oh tiens, il parle de Coca-Cola. Vous tapez Coca-Cola dans votre browser Google, vous avez 143 millions de réponses. Donc, ce n'est pas la com de Coca-Cola qui a embauché des super public relations, c'est que tout le monde parle de Coca-Cola, en bien, en mal, n'importe comment. Donc, 3.0, donc ça a commencé il y a 4 ans, c'est les influenceurs. Donc la marque, c'est ce radeau qui est surfé sur la foule. Exemple, Abercrombie & Fitch. Quand Abercrombie & Fitch dit « j'aime pas les gros », pouf, on laisse tomber le radeau. On savait que tu n'aimais pas les gros, mais il ne fallait pas le dire. D'accord? Donc voilà, donc qui influence, c'est les petits gens, vous ne connaissez pas. Et donc vous allez les trouver chez BuzzFeed, chez Mashable, etc. Donc on avait vu ça. Donc ça, c'est le point de vue, je dirais, marketeux. Et je vous rappelle, l'énorme inversion, ce qui est le plus dur à expliquer dans une boîte quand vous arrivez, c'est dire, tous ceux qui ont plus de 35 ans, et même les jeunes, qui ont été aux grandes écoles de commerce, venez avec vos livres d'école, on va faire un grand feu dans la cour, et hop, on brûle tout ça. Ça s'appelle porteur. D'accord? Le 1.0, c'était le principe que je bombarde, et le call for action, c'est vous qui le faisiez. Vous disiez, garçon, un coca. Le 3.0, je me laisse bombarder, tant que je veux bien. Vous me faites des suggestions au bon moment, au bon endroit, d'accord? Mais attention, c'est moi qui ai le bouton opt-out, dissuasion nucléaire, je t'enlève de mon paysage. Nous, on est très gentils, nos enfants sont très sévères. Pourquoi Amazon ne m'a jamais demandé la permission de m'envoyer des notifications dans ma poche? Parce qu'il n'a pas l'OS du téléphone, il n'a pas assez d'informations contextuelles, il a peur de faire la mauvaise recommandation au mauvais moment. Donc il ne le fait pas. OK? Donc on recommence. Notre point de vue à nous, end user. 1.0 la pub, 2.0 les blogs. 3.0, 360. Les IoT partout. J'ai une panorama de toi à 360.
Et regardez ce qui arrive. Vous vous rappelez là? Facial Recognition, MIT, il y a 4 ans. Et voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez été pris en photo, à Paris, je ne sais pas si c'est 500 fois, à Londres, c'est plus de 500 fois par jour. J'ai des caméras facial expression, et toi, tu es un terroriste, fais gaffe à ce que tu vas faire, et toi, tu es un mec qui est en train de draguer la nénette, etc., etc. Et donc, je reconnais les sentiments, même ceux que tu veux cacher. Waouh! Ce matin, quand ta fille t'a dit ça, t'as avalé sur toi, t'as dit oui, ma chérie, mais en fait, bouillé, mon vieux. Ah non, mais j'ai caché mes sentiments. Non, non, t'as rien caché. Ok, la preuve. Alors, on va voir la preuve. Donc, rappelez-vous, 1.0, je sais les sites que tu regardes. 2.0, je lis ce que tu écris. Je vois tout ce que tu fais. Je vois tous tes sentiments. D'accord? Quand vous êtes aux États-Unis, sur Facebook, vous avez une option, et tous les jours, ils vous montrent les 90 photos de vous. Ah bah tiens, là, tu es avec ta copine, machin. Bah, comment il a trouvé ça? Là, tu es avec machin. Puis là, c'est machin. Ah, waouh, waouh, waouh. Et demain, on vous proposera ça avec l'émotion. D'accord? Là, à 12h43, quand tu étais devant la vitrine, et tu regardais les paires de pompes, tu flashais vraiment. Ok? Nous allons parler DeepMind, Google, là, qui a battu le joueur de Go Corée. Il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, qui est assez scandaleux, c'est qu'ils avaient cet outil de facial expression. Et donc, à chaque fois qu'ils mettaient une pierre sur le tablier, ils analysaient. Oh, on l'a surpris. Ah non, ça c'est business as usual. Il ne l'avait pas dit. Et donc, ce gars-là qui a perdu, bon, il paraît qu'il est en déprime assez profonde, pour plusieurs raisons. Et voilà, donc, vous voyez, je trouve ça assez malhonnête de ne pas avoir averti le gars qu'il était observé par une caméra qui lisait tous ses sentiments. Donc, pour conclure, tous mes sentiments tout le temps, même ceux que je veux cacher, ben, ça ne le fait pas. D'accord? Donc, explique-moi d'abord AI et Big Data. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Parce que je ne suis pas du tout confortable. Si vous voulez comprendre le débat autour de l'intelligence artificielle, fait Elon Musk qui monte ce débat, c'est assez bien vu en disant l'intelligence artificielle va exploiter toute la connaissance humaine pour faire des robots qui vont faire des produits. Donc potentiellement, ces robots devraient verser des royalties à l'humanité. Ok? Et donc il faut que ça soit en open source. Pardon, il va un peu vite. Il faut que ça soit en open source. Parce que sinon ça ne va pas le faire, parce que les gens vont avoir de la suspicion, vous devez jouer la transparence. Donc il y a un gros débat là-dessus. Ensuite, on m'a dit que tous les objets connectés dans ma maison, c'était autant de failles dans ma cybersécurité. Donc la caméra que j'ai mise dans mon salon, il y a un hacker qui va installer quelque chose et qui va aller attaquer la chaudière de mon voisin, et c'est moi qui serai responsable quand tout va sauter. Donc je ne suis pas très confortable. Et puis marketing 4.0, j'aimerais bien que ça soit under my control. Sinon je ne vais pas accepter. Donc c'est pour ça. Donc si on revient à la slide noire du CES, ben maintenant, on a vu tout ce qu'on pouvait faire, et tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, bon, on peut espérer que les gens ne vont pas sauter à pieds joints dedans, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc, on vous a fait de la veille transverse sur les usages, on vous a fait un peu de décodage, et à vous de faire la transposition. Merci.